justement de production de connaissances, on pourrait dire d'apprentissage, on en rediscutera sur le passage de l'un à l'autre, mais aussi sur l'accompagnement de ce réseau d'éleveurs que je qualifie d'agroécologique et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis après, dans un deuxième temps, je vais chausser ma lunette de chercheur. Je vais essayer de vous décrire comment moi j'analyse cette production de connaissances et l'accompagnement qui est mis en œuvre par Scopella. Alors, ce réseau, c'est un réseau qui a été conçu en 2013 en collaboration entre Scopella et l'INRA. Donc Scopella, c'est une scope de conseil et de formation en agriculture et environnement. Depuis la conception de ce réseau, il est piloté très concrètement par Scopella, avec notre appui, donc à Daniel et à moi. Qu'est-ce que c'est que ce réseau? C'est un réseau national. C'est essentiellement des éleveurs. Il y a maintenant 200 adhérents à peu près, 39 départements, vous voyez un petit peu la dispersion. Essentiellement des éleveurs, quelques animateurs, conseillers agricoles, enseignants, chercheurs. Qu'est-ce qui fait le commun finalement de ce réseau? C'est une pratique qu'on va qualifier là à grands traits agroécologique, qui est de faire pâturer des végétations naturelles, c'est-à-dire de baser l'alimentation de troupeaux essentiellement ou pour partie, ça dépend des exploitations, sur l'exploitation. Alors ça peut être des prairies de bord de Loire, ça peut être des garrigues du Lot, ça peut être des estives en Savoie, ça peut être etc., etc. Donc des choses très variées, mais en tout cas qui sont des végétations qui ne sont pas cultivées et qui ne font pas l'objet par exemple d'intrants en termes de semences, très peu de pratiques d'entretien. C'est pour ça qu'on appelle ça des végétations naturelles. Avec une diversité de situations. Vous avez vu la dispersion géographique. Donc c'est évidemment une dispersion en termes pédoclimatiques qui est évidente, mais aussi c'est aussi une diversité, une hétérogénéité en termes de type de production. On a autant des bovins, des ovins, des caprins, des équins, de l'allaitant, du laitier, bref, cette diversité est vraiment au cœur de ce réseau et elle est même valorisée comme telle, c'est-à-dire que les animateurs s'appuient aussi sur le fait que chacun a des situations concrètes au sens pédoclimatique qui est très différente, avec un ensemble d'arguments qui tournent autour de la transition agroécologique, mais aussi de la production de connaissances, c'est-à-dire ce qui est vraiment mis en avant, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur les connaissances des éleveurs et pas dans une perspective de transfert où la science aurait produit des connaissances qu'il faudrait transférer sur le terrain, mais bien on essaye d'apprendre tous ensemble et en particulier de valoriser les savoir-faire qui ont été développés dans la pratique. Alors, quelles sont les activités de ce réseau? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a réseau? Alors, il y a des activités qui sont essentiellement autour de journées nationales de formation et d'échange qui seront situées chez un éleveur. Et on tourne. Alors là, on en est à la 9e qu'on a fait en novembre. Donc ça tourne sur les différents départements, sur différents lieux, avec à chaque fois une thématique différente. Voilà, par exemple, on a commencé la toute première, c'était autour des préférences alimentaires et du report sur pied. Donc on va s'appuyer sur un éleveur qui va devenir éleveur hôte et qui va recevoir chez lui l'ensemble des participants. Et donc on va beaucoup appuyer sur cette visite de terrain qui va un peu constituer une espèce de situation de référence qu'on est en train de vivre tous ensemble, qu'on visite évidemment, on va visiter des parcelles. Et puis il y a des temps en salle où aussi on va débriefer, échanger sur bah oui mais chez moi c'est pas comme ça, par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc l'importance de la visite de terrain pour à la fois ancrer la discussion et montrer la différence par rapport à ce qu'on vit chez soi. C'est aussi un réseau qui produit et diffuse des fiches techniques, au sens très classique du terme. On doit en être à, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 fiches, qui sont formalisées de la façon suivante. Un thème va ressortir dans une discussion, et ces deux thèmes ont été ensuite travaillés, discutés dans la journée d'après, avec les deux petites bulles là, puis Scopella a pris en charge la rédaction des fiches, et puis les deux fiches ont été diffusées à la réunion suivante. Donc ce processus-là, il s'est progressivement institué. Donc le choix des thèmes, au départ c'était Scopella, et puis progressivement, c'est au fur et à mesure des discussions entre les éleveurs que ces thèmes-là, on les prend, et puis on les traite, on essaye de les traiter, et de formaliser les choses. À noter que la diffusion est très large, ces fiches, une fois qu'elles sont formalisées, elles sont mises sur le site internet, elles sont disponibles, vous pouvez aller sur ce site et vous pouvez télécharger toutes les fiches qui ont été produites. Alors les questions que je me suis posées, moi en tant que chercheur sur ce dispositif-là, c'était autour de la production de connaissances, mais aussi de l'accompagnement de cette dynamique.
Donc les questions que j'avais, c'était mais quel type de connaissances? Quand on dit connaissances, c'est quoi finalement? De quoi on parle? Quels sont les types de connaissances? Et comment elles sont justifiées? Qu'est-ce qui va donner la valeur finalement de ces connaissances? Est-ce que c'est leur scientificité, hein, c'est la science qui a dit que? Est-ce que c'est une validité pragmatique? Ça marche pas, on l'a entendu ce matin, c'est quelque chose qui est fortement mis en avant. Mais ça peut être aussi une légitimité sociale, quelqu'un qui est légitime, reconnu comme expert et qui va donner de la valeur à une connaissance sans qu'il soit besoin d'aller la mettre à l'épreuve concrètement. Je me suis aussi intéressée sur le domaine de validité, parce que souvent on dit en agroécologie, oh, les connaissances, il faut qu'elles soient très situées, contextuelles, ça dépend localement, il faut vraiment que ça soit local. Et puis il y a quand même l'idée de cette connaissance générique qu'on aimerait pouvoir produire pour la transférer d'un endroit à l'autre, d'un groupe à l'autre. Et donc se pose cette question de transcender finalement la particularité de ce qu'on observe pour pouvoir dire des choses sur des types de phénomènes, être plus généraux. Ça, c'était le premier paquet sur la production de connaissances. Et puis derrière, il y a évidemment quelle modalité d'accompagnement par Scopella. Et j'ai regardé en particulier ces jeux entre singularité et généricité, entre ce qui est particulier, propre à cette parcelle, et ce qui pourrait être générique et servir à d'autres. On verra aussi que l'accompagnement de Scopella, on en a parlé ce matin sur facilité. Est-ce que facilité, c'est simplement organisé, ou est-ce qu'il y a un contenu derrière ? Et est-ce qu'on doit encore avoir des connaissances techniques? Eux, ils ont une façon de voir leur rôle comme étant le fait de développer une sorte de capacité d'agir en situation. Alors quelles connaissances? La première qui est évidente, qui est très classique finalement, ce sont ces fiches techniques. Fiches techniques, c'est une façon, là on en a parlé toute la matinée, de capitaliser, de formaliser, d'écrire finalement avec des mots, avec des schémas, avec des choses qui sont stables. Stabilisée parce que dans une fiche, et que la fiche elle ne bouge pas, elle est sur internet, on peut la télécharger, etc. Donc on a ce que j'appellerais moi des connaissances possédées. C'est quelque chose qui est extrait de l'action, qu'on stabilise, qu'on met sous une certaine forme, puis après on va prendre ce stock en fait, ce stock de connaissances, et puis on va le capitaliser sous une forme écrite dans une démarche que je vais qualifier de patrimoniale. On a un patrimoine de connaissances, on va le prendre en tant que tel, l'extraire finalement de l'action et de la situation dans laquelle ça a été produit. Et puis ce stock-là, ce bien, on pourrait dire, eh bien, je vais le mettre dans une fiche et puis considérer que ça permet de le transférer à d'autres. C'est une première forme de connaissance qui est très forte aussi dans ce réseau, mais qui n'est pas la seule. Si on regarde, ce qui se passe aussi, sont des rencontres annuelles qui permettent, alors dans une démarche de formation, qui est vraiment voulue comme ça par Scopella, de pouvoir échanger des expériences en partant d'une situation. Et alors là, on plonge carrément dans le côté très singulier. C'est une ferme, c'est un éleveur qui raconte comment il fait chez lui. Il y a une fiche qui décrit aussi, mais c'est pas tant la fiche que tout ce qu'il va raconter, ce qu'il va montrer, sa parcelle, le fait de montrer comment il a un repère sur la hauteur de l'herbe, ses particularités qu'il peut raconter et montrer et donner à voir aux autres éleveurs. Donc cette importance finalement de la situation et de le vivre ensemble pendant ces 2 jours, c'est aussi plein d'occasions pour aller discuter d'un thème. Alors ça peut être ici, on discute d'un thème tous ensemble, puis on essaye de faire le tour de la manière dont chacun voit cette parcelle. Comment vous analysez cette parcelle? Est-ce qu'elle vous semble bien utilisée? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez cette parcelle, etc., etc. Donc des connaissances qui sont beaucoup plus, on va dire, dans l'échange d'expériences. Sur la manière dont les gens vivent et analysent une situation particulière, que ce soit la leur ou celle qu'ils voient lors de la visite de la ferme. Alors comment est-ce que Scopella agit là-dedans? Eux, ils ont une façon très particulière de déconstruire les croyances. C'est-à-dire qu'en l'alimentation au pâturage, eux, ils sont partis sur l'idée que cette décomposition, en fait, très analytique, elle ne permet pas de valoriser des milieux difficiles. Livre rouge de l'INRA, vous prenez tous les ligneux, c'est 0. Un certain nombre de végétations complexes, on est un peu embêté pour évaluer finalement la valeur de ces végétations. Donc d'où leur manière en fait d'accompagner, c'est de commencer par déconstruire tout ça, déconstruire tout ce qui a été reçu pendant 40 ans, et puis, on va le voir tout de suite, d'invalider la possibilité d'une recette générique simple. Alors, je vais vous expliquer comment. Donc il s'appuie sur des observations qui paraissent surprenantes. Par exemple, la ronce, ça ne se pâture pas, on le sait bien, vous le savez bien, la ronce, ça ne se pâture pas. Et en fait,
En allant voir avec Pierre, tiens, on constate tous ensemble que, ah bah oui, elle était grignotée cette ronce, voire elle était carrément mangée. Et donc l'exemple singulier de ce moment-là, de cet endroit-là, va suffire finalement pour réfuter cette croyance générale comme quoi la ronce ne se mange pas. Donc l'observation singulière devient un outil pour s'appuyer, pour réfuter cette idée-là. Et puis, il s'appuie aussi sur la diversité des pratiques. Ah oui, mais chez lui c'est comme ça. Ah ben c'est comme ça. Ah bah oui, mais chez lui c'est encore autrement. Donc ce côté très divers, hétérogène finalement, va être aussi mis en scène, vraiment mis en scène par Scopella, pour dire il ne faut pas fournir de recette. On ne peut pas dire la ronce ça se pâture comme ci ou comme ça, ou ça se pâture pas. Il n'y a pas de règle générique sur telle ou telle technique, ou telle végétation. Et ça dépend. La réponse est toujours ça dépend. On ne peut pas vous donner des recettes qui seraient simples à appliquer. Par contre, il faut analyser votre situation, vos objectifs, et c'est comme ça que vous arriverez à produire, à construire vos propres pratiques. Une espèce de routine finalement qui permet de dire j'ai de l'expérience et je sais faire. Donc cette expérience, elle est un peu ambiguë, mais elle est drôlement intéressante pour parler évidemment de ce qu'on sait faire en termes de capacité d'agir dans ce monde où on ne sait pas tout finalement, parce qu'on l'a dit, hein, c'est complexe, puis on y remet de l'agroécologie, des processus écologiques, et plus on rajoute tout ça, moins on est capable de décomposer finalement en relation causale. Une technique donne un résultat. Ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas faire comme ça. Et dès lors qu'on ne peut pas décomposer de manière analytique le système qu'on gère, eh bien on a cette incertitude un peu irréductible, où finalement ce qui va pouvoir être validé, c'est dans l'action, dans ce que je fais, que je vais pouvoir progressivement consolider cette expérience. Finalement, qu'est-ce que vise Scopella ? C'est l'autonomie de décision. Hein ? Et eux, ils ne le visent pas en tant qu'autonomie de décision, ils disent c'est cette capacité d'agir en situation qu'il faut développer. C'est comme ça qu'on arrivera à développer cette autonomisation des agriculteurs. Pas forcément en leur donnant plus de connaissances, hein, mais en leur donnant la capacité finalement d'analyser la situation. Ça serait un régime, une façon de faire finalement, de produire des connaissances très globalement, hein, qui laisserait peu de place aux connaissances scientifiques puisque tout est singulier. Donc chacun doit se débrouiller chez soi. On pourrait dire ça comme ça. Hein. Ça suppose finalement que chaque éleveur va devoir apprendre sur son exploitation, hein, chacun faisant leur propre expérience puisqu'il n'y a rien de générique. Ils ont une méthodologie sous-jacente. On rejoint cette idée d'accompagnement. Est-ce que c'est de la facilitation ? Est-ce que c'est pas des compétences en méthodologie qu'il faudra avoir ? Oui, mais c'est pas que de la méthodologie au sens méthodologie d'animation. Ils ont une vision, ils portent une vision très forte finalement sur ce que doit être l'alimentation pâturage, mais même plus globalement l'exploitation. Ils ont cette vision systémique, et j'insiste sur ce côté systémique, qui fait que pour eux, l'alimentation pâturage, c'est une interaction dynamique située entre des pratiques, des dynamiques de végétation, le comportement de troupeau. Et si on n'a pas ça en tête, eh bien on a envie de découper, on a envie de savoir technique donne résultat, et on a envie d'avoir une recette. Et du coup, ils refusent de donner des relations établies entre technique et résultat. Ils vont donner des pistes pour que chaque éleveur va construire sa propre pratique, mais ils vont à chaque fois refuser, et dire à chaque fois ça dépend, de donner une recette qui dirait avec telle technique vous aurez tel résultat. D'où le nom réseau pâture ajuste. C'est bien que cette idée d'adaptation et d'ajustement en permanence à la situation. Donc il y a un apport de Scopella. C'est leur apport et qu'ils essayent de faire passer dans ces journées. Reprenons l'idée de connaissances scientifiques, elles sont où là-dedans ? Il n'y en a pas. Si, il y en a, mais elles sont un petit peu cachées. Alors je vais vous les montrer après. On arrive à les décrypter et les retrouver. Et on a en fait un espèce de jeu entre des connaissances sur le vivant, les fondamentaux, la photosynthèse, la mise en réserve dans les plantes, etc., etc. Et puis des connaissances sur la manière de voir et d'agir avec le vivant. Et c'est, je crois que l'essentiel de ce que veut transférer Scopella, c'est avant tout ces connaissances-là. Il y a une autre chose qui est faite aussi par Scopella, c'est le fait d'utiliser les expériences des éleveurs pour illustrer la méthode. Alors, quand je dis la méthode, c'est cette vision systémique de l'alimentation. Et dans les fiches, ce qu'on voit aussi, c'est une mise en correspondance finalement d'expressions des éleveurs, prises mot à mot pendant les journées, et puis ce que passe comme message. On montre à la fois que c'est très dépendant de la situation, mais on est quand même en capacité de pouvoir donner des principes d'action, en tout cas des principes pour construire sa pratique.
Sur l'accompagnement, entre je suis formateur, je suis animateur accompagnant, mais aussi producteur de savoir, et eux, pour autant, c'est pas forcément facile d'identifier quelles sont les formes de connaissances qu'il faut formaliser, qu'il faut produire, et quelles sont la nature finalement de ces connaissances qui seraient actionnables entre la connaissance très située de l'éleveur chez lui et puis des connaissances génériques, mais peut-être tellement génériques qu'elles vont pas forcément être utiles au quotidien. Donc ces connaissances un peu intermédiaires, là, pas forcément évident de les cerner. Et puis, quelle place pour les fondamentaux, quelle place finalement pour la science là-dedans, et quelle forme de science, parce qu'on pourrait renvoyer la question aux chercheurs qui essayent de trouver des relations causales entre telle technique et tel résultat. Est-ce que c'est toujours ça qu'il faut faire ?